Bonjour à tous, donc je me présente, Gauthier Bodivit, je suis secrétaire général de l'association ProSan. Donc nous avons un statut associatif. ProSan, c'est protection de la santé et des environnements. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on a un fonctionnement assez unique, c'est-à-dire que nous agissons sur l'ensemble de la filière du pest control. À savoir que ProSan est organisé par collège. Donc nous avons le collège des fabricants, le collège des distributeurs. Nous avons le gros collège de ProSan, c'est les prestataires de services, où là nous avons 220 adhérents ProSan sur ce collège, et nous avons tous les organismes de formation réunis dans un collège formateur du pest control. Bonjour Nicolas, super. Ça va. La filière du pest control, pour que vous ayez quelques éléments en tête pour savoir de quoi on parle, c'est quand même un chiffre d'affaires en France d'1 milliard d'euros, 1200 entreprises, prestataires de services, pour une branche qui avoisine les 8500 collaborateurs. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces 1200 entreprises, vous avez un nombre très très important de TPE. Il faut savoir que 90% sur ces 1200 entreprises sont des TPE. Et dans ces TPE, un grand nombre ont le statut de micro-entrepreneurs. Donc c'est des gens qui créent leur micro-entreprise et qui ne sont pas forcément... certains ne se mettent pas forcément à jour au niveau de leur formation. On le verra par la suite, ça peut poser quelques soucis. Je voulais vous parler aussi du dynamisme de notre branche sur le pest control. Il faut avoir en tête que 27% des entreprises du pest control ont été créées après 2020. Donc ça vous donne une idée de la création d'entreprises et du dynamisme qu'il y a. Il y a également une volonté des gros groupes de racheter des petites entreprises pour augmenter leur activité, augmenter leur périmètre. Donc ça, c'est quelque chose de très significatif. On a aussi un phénomène d'augmentation de collaborateurs au sein de la branche. C'est-à-dire que tous les 3 ans, et ça c'est dans les rapports de branche de l'OPCO, tous les 3 ans, notre branche augmente de 1000 collaborateurs. C'est très rare sur l'ensemble des branches professionnelles françaises. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc je l'ai dit, on est 8500. On estime qu'en 2027, on sera donc 1000 de plus, et donc il y aura 1000 postes à pourvoir de plus. Et c'est pour ça, pour répondre à cette demande, ProSan, nous avons mis sur notre site internet en ligne une CVTech pour faciliter la relation entre nos adhérents membres ProSan et les candidats qui sont intéressés pour travailler dans le pest control. Donc tout le monde peut déposer son CV sur cette CVTech. Vous avez des étudiants, vous avez des personnels des collaborateurs qui veulent se reconvertir. Vous avez des jeunes qui sont intéressés par les questions du pest control. Donc vous avez évidemment le métier de technicien, mais il n'y a pas forcément que le métier de technicien. Vous avez tous les métiers transverses, les commerciaux, etc. Donc ça, c'est important d'avoir en tête, voilà, ce dynamisme de branche qui est là et qu'on doit accompagner. Donc, autre point important, c'est la professionnalisation. C'est, on va dire, l'axe majeur de ProSan, la professionnalisation de nos métiers. Comme je vous ai dit, 90% sont des TPE et beaucoup sont des micro-entrepreneurs. Donc, ils ont un besoin d'être accompagnés, d'être formés. C'est pour ça que nous, ProSan, nous avons mis en place, à partir de 2024, la certification CEPA est obligatoire. Certification CEPA, donc basée sur la norme 16636 au niveau européen, c'est la norme de référence en Europe et en France sur le pest control. Et la certification CEPA, donc c'est au niveau de l'entreprise, va leur permettre de se professionnaliser.
Donc ça, on en reviendra après plus en détail sur ce que c'est cette certification CEPA. Donc ça, c'est un effort très important qui est actuellement en cours. Moi, je suis moi-même membre du board à CEPA, donc à Bruxelles, et il faut savoir qu'on a 220 entreprises certifiées CEPA en France. On est loin devant tous les autres pays européens. Le deuxième pays, c'est la Grèce avec seulement 40 entreprises, et ensuite vient l'Espagne avec 30 entreprises. Donc la France est vraiment le pays moteur au sein de l'Europe dans cette professionnalisation. Donc on a fait un gros effort par rapport à ça. Et on sent qu'il y a une vague qui est en train d'arriver, une vague d'adhésion au sein de ProSan. On le constate, on a eu notre conseil d'administration hier, on intéresse de plus en plus de petites entreprises et de groupes familiaux qui veulent nous rejoindre. Donc ça, c'est la formation, la certification au niveau de l'entreprise. Au niveau individuel, vous avez le certificat Biocide, évidemment. Donc c'est une formation on va dire plus basique qui dure 3 jours et qui est valable 5 ans. Donc ça, c'est une formation qui est obligatoire pour tous les utilisateurs de biocides. Donc, et pour aller plus loin, on a mis en place au sein de la branche donc, un CQP, donc le CQP technicien en maîtrise du risque nuisible. CQP qui cette année a été renouvelé par France Compétences pour une période de 5 ans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que ça va permettre de monter en gamme dans la professionnalisation. Ça va s'adresser à des techniciens pour augmenter encore leur niveau d'expertise et vraiment passer en technicien supérieur. Mais là, on est sur des durées de formation qui sont en plusieurs mois sur ce CQP. Et donc, c'est un CQP qu'on va essayer de déployer sur toute la France. Il faut savoir que l'ancien, on avait eu du mal à le déployer. On avait eu seulement 50 techniciens, donc ce qui est très peu, voire largement insuffisant. Donc là, on a vraiment une volonté de le diffuser au maximum. Donc, voilà par rapport à cet effort. Et notre cheval de bataille, c'est la reconnaissance du statut du professionnel formé. Pourquoi ? Parce que dans certains pays, ils ont cette reconnaissance. Après tous les efforts que nous, on a fait au niveau de la France, on aimerait que ces efforts soient reconnus par un ministère. Alors déjà, quel est notre ministère de rattachement ? On est allé voir le ministère de la Santé, ils nous ont dit non, ce n'est pas nous, allez voir plutôt un autre ministère. Donc là, on est en train de faire les démarches auprès du ministère de la Transition écologique. Nous, ce qu'on aimerait, c'est en fait un système qui soit équivalent dans le secteur agricole où ils sont très bien organisés avec les produits phytosanitaires, où vous avez par exemple les prestataires de services, donc les entreprises de travaux agricoles ont un agrément. Donc ça, tout est réglementé dans le code rural. Elles ont un agrément officiel par le ministère qui leur donne le droit, les entreprises de travaux agricoles, d'utiliser les produits phytosanitaires. Et bien nous, on pourrait très bien imaginer pour nos métiers, dans le pest control, que via le ministère de la Transition écologique, attribue à nos entreprises un numéro d'agrément qui nous donne le droit d'utiliser l'ensemble de boîtes à outils, dont l'utilisation des pesticides, mais l'ensemble de boîtes à outils avec cette reconnaissance du professionnel formé. Donc ça, c'est notre cheval de bataille. C'est un point de lobbying important que fait ProSan au niveau du ministère et on ne lâchera pas sur cette question parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Il faut que nos adhérents soient récompensés. Le dernier point que je voulais, c'est qu'on assiste sur la filière de la gestion de lutte contre les nuisibles et parasites. C'est le phénomène d'élargissement du périmètre. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé. Moi, ça fait 1 an que je suis secrétaire général. C'est qu'on intéresse de plus en plus de monde et on voit par exemple des groupes dans le domaine du médical, de pharma, qui cotisent sur notre branche professionnelle, sur les secteurs de la stérilisation, par exemple. On a des entreprises, de plus en plus d'entreprises sur le traitement du bois pour lutter contre la prolifération de termites. On a
un glissement d'activité aussi, de plus en plus un intérêt croissant sur le milieu rural, avec des adhérents qui s'intéressent de plus en plus aux nouvelles techniques comme par exemple le biocontrôle, comme par exemple la lutte contre les épidémies, que ce soit DNC pour les bovins ou la FCO pour les ovins. On a un intérêt croissant pour enrayer les épidémies et protéger en fait les animaux. Et ça, on en reviendra après. Il y a tout ce qui est la notion donc, de notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment on arrive à protéger les denrées alimentaires dans les silos, dans les transports, dans les bateaux. Et ça, Nicolas vous en parlera un peu plus en détail. Voilà, je vous remercie, mais je donne la parole à notre porte-parole. Bien, bonjour, je m'appelle Stéphane Bras, je suis porte-parole de ProSan avec une expérience d'une trentaine d'années dans le monde du pest control. Alors, je vais vous parler, et puis Nicolas ensuite, et enfin nos collègues ici présents vont vous parler finalement de la chaîne de ce qu'est le pest control. Avant toute chose, le pest control, vous savez, c'est deux mots anglais, et en réalité, nous, avec le verbatim français, il faudrait qu'on ait à peu près un quart d'heure pour vous dire ce qu'est le pest control. En fait, on protège absolument contre tout type de parasites, de nuisibles, et on intègre à cela tout ce qui est bactéries, virus. Donc vous voyez, on a un champ d'application qui est très large, et on est destiné à protéger l'ensemble de la société. C'est-à-dire que tous autour ici, on a à un moment donné de notre vie, des 24 heures sur 24, été protégés par une société de pest control, sans le savoir. Vous avez peut-être pris un café ce matin, vous n'imaginez pas avoir des moucherons dans votre café, ni même dans le croissant. Dentifrice, cosmétiques, etc., etc. Vous avez peut-être emmené des enfants à l'école ce matin, l'école est protégée, le loisir est protégé. Donc on est omniprésent, un métier qui est assez sous-marin, parce que moins on se fait voir et mieux c'est, mais on est présent, un acteur de santé publique, et c'est la raison pour laquelle on a intégré aussi la logique One Health. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je vois un petit nom de la tête. En fait, One Health, c'est une organisation mondiale qui va intégrer les risques pour l'humain, d'une certaine manière, à toutes les échelles, encore une fois, de la vie de l'humain. C'est un projet mondial, scientifique, à la base. Et nous, en tant qu'acteurs pest control, à l'instar de nos collègues espagnols, on tente de monter dans ce train avec des acteurs comme la ville de Paris, par exemple, qui ont une délégation One Health, mais pas que. Et je pense que Marc et ses collaborateurs en parleront tout à l'heure. Alors, on parlait de fondamentaux. J'imagine que l'on soit petit garçon ou petite fille, à un moment donné, on a joué à soit un château fort, soit une maison, et que dans cette maison, on voulait de la protection. Et on a oublié des fondamentaux. Alors, je ne sais pas de quel univers vous êtes, mais je pense que beaucoup d'univers auxquels on est confronté, on a simplement oublié le b.a.-ba. Et notre premier métier, nous, contrairement à ce que l'idée reçue, c'est qu'on est des sociétés de pest control, mais notre premier métier, c'est pas de mettre du produit. Le premier métier, c'est de faire un peu comme faisaient nos ancêtres dans une grotte. C'est empêcher le tigre à dents de sabre de rentrer dans la grotte. Et on n'attendait pas qu'il soit dans la grotte pour se faire dévorer. On mettait des rochers devant, on faisait du feu, enfin que sais-je. L'image est la suivante, c'était que moi je vais vous parler de la première marche, c'est l'aspect environnemental, et je pense qu'ensuite Marc ira plus loin dans la recherche. Vous êtes dans des sites industriels, dans des sites ruraux, dans des sites urbains, périurbains. Le nuisible, ce n'est pas une génération spontanée. Il vient chez vous, il se développe chez vous, mais avant qu'il ne se développe chez vous, il est rentré par quelque part. Et ce quelque part, la plupart du temps, bêtement, je dirais, je me permets cette image, mais bêtement, on l'oublie. Donc, il y a des méthodes spécifiquement pest control. Je répète, spécifiquement pest control, pas des méthodes de maçonnerie pour interdire, limiter, voire totalement interdire l'entrée des nuisibles dans un site. Donc,
nos acteurs, nos adhérents, sont des spécialistes de l'étude environnementale, donc structurelle du bâtiment. Donc c'est ce qu'on appelle le proofing en anglais. En herméticité en français, ça n'existe pas, mais admettons qu'on crée ce néologisme. C'est la première chose qu'il faut faire. Et bien évidemment, aborder aussi tout ce qu'il y a autour de votre site. Est-ce qu'il y a une rivière? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un voisin qui peut amener du risque, etc., etc. Jusqu'à votre logisticien, le moyen de transport qui va faire rentrer ou faire sortir des choses de chez vous. Donc, au sein de ProSan, et il ne faut pas hésiter à faire appel, ne serait-ce que par un simple appel pour avoir du conseil sur cette élémentaire chose, mais qui, je vous l'assure par expérience, peut limiter la problématique nuisible in fine, probablement de 30, 40, 50, 60 et au-delà du risque. Donc, l'idée de ProSan, c'est que ce soit une petite, moyenne ou une grande entreprise, il y a la formation CEPA d'expertise, mais il y a aussi des années d'expertise derrière, de formation continue, avec des gens, et on se connaît depuis longtemps avec Nicolas qui prendra la parole juste après moi, avec des gens qui ont été au contact de l'industrie et qui peuvent apporter des réponses. Après, le dernier mot que je voudrais rajouter, c'est que les temps changent aussi. C'est-à-dire que, on le voit bien, le dérèglement climatique pose des problèmes d'espèces invasives, pose le problème du fait que par exemple, une colonie de rongeurs, quand ils faisaient des moins 10, des moins 20 pendant un mois, ils ralentissaient leur rythme, sauf qu'aujourd'hui, vous voyez, il ne fait pas si froid dehors, et il y a encore 15 jours, il faisait quasiment 20 degrés. Donc les temps changent, au sens littéral du terme, les pratiques changent, la réglementation change. Ce qui ne change pas, souvent, c'est les cahiers des charges, que ce soit des communes ou que ce soit de l'industrie. Et qu'à un moment donné, si on ne prend pas en compte que l'anticipation, la prévention, c'est un investissement, certes, mais dès lors qu'il y a ces méthodes d'anticipation, je vous parlais il y a deux minutes du proofing, oui, c'est un investissement de faire du proofing. Mais derrière, la conséquence, c'est qu'on fait du contrôle, on ne rajoute pas de produits, parce qu'on est aussi décrié pour ça, à tort, hein, parce que nous, comme les médecins, on va utiliser le produit quand il faut, avec des dosages cohérents. On veut limiter l'usage des produits, donc pensons anticipation, pensons contrôle, pour la protection des biens et des personnes. Voilà, donc c'est ces éléments-là de principes fondamentaux qu'il faut réintégrer dans le cadre de la société, mais encore une fois, tous les échelons, hein. Collectivité locale, donc on essaye d'avoir des influences aussi sur l'action cahier des charges. On travaille avec des députés, on travaille avec des sénateurs, des élus, et je ne sais pas si vous avez des contacts avec vos propres élus, mais on va rentrer dans une campagne, on veut que ProSan rentre dans la campagne des municipales en obligeant quasiment les gens qui veulent faire campagne à mettre dans leur plan de campagne, dans leur programme de campagne, un élément de gestion du risque nuisible. Et ça a des conséquences macro, c'est-à-dire que si effectivement ça part de la mairie, vous allez déjà avoir des bonnes pratiques qui vont être mises en place. Ça peut aller jusqu'à la pédagogie, encore une fois sur des fondamentaux de formation, de pédagogie auprès des enfants dans les écoles. On apprend bien des enfants à ne pas jeter des papiers dans la rue. On peut aussi avoir des gestes pratiques intelligents pour ne pas avoir des nuisibles. Donc voilà, c'est les fondamentaux. Et puis je vais passer la parole à Nicolas pour plus d'explications et de réponses, on va dire, techniques par rapport à un milieu particulier. Oui, alors c'est une bonne entrée en matière. Donc moi, je suis Nicolas Chancerelle. J'ai une société qui est spécialisée dans les traitements phytosanitaires, principalement des denrées stockées, toutes les denrées qu'on importe ou qu'on exporte et qu'on stocke à un moment donné. Effectivement, on a un métier qui est autant lié à une prestation de service par rapport au traitement, mais aussi sur de l'audit et du conseil. C'est-à-dire que dans notre métier, et ça a été déjà plusieurs fois dit ce matin, il faut prévenir avant de guérir. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a conscience de ce risque, qui est un risque de santé alimentaire, clairement, il faut l'anticiper. Et plus on va l'anticiper, plus on va mettre en place une stratégie, plus on va pouvoir éviter d'en arriver aux pesticides
Et de toute façon, c'est un état de fait. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le pesticide, on n'en veut plus, que ce soit dans le bio ou dans le non-bio. On a de moins en moins de produits. On nous a retiré des produits régulièrement depuis, moi ça fait 28 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, il nous reste quasiment plus de molécules. En tout cas, à effet choc, il n'y en a plus. Donc, il y a une vraie volonté politique aujourd'hui et du consommateur de ne plus vouloir de pesticides. Le souci, quand on n'a plus de pesticides, c'est que on n'a plus trop de solutions, on va dire, à effet choc, immédiate. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le problème, pour s'en sortir, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on doit justement être beaucoup plus professionnalisé, comme ça a été dit précédemment, parce qu'il n'y a pas qu'une solution. On n'est plus des exterminateurs. On n'a pas un produit qu'on applique et on tue tout ce qu'il y a. On doit savoir quel type d'insecte, comment on peut enrayer l'infestation et avoir un conseil et plusieurs solutions. C'est-à-dire que c'est une vraie boîte à outils qui s'offre à nous. C'est pour ça que je vais vous parler aussi un peu des méthodes alternatives, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je fais des traitements toujours avec des pesticides, parce qu'on utilise tout ce qui s'offre à nous. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, et on ne pourra pas faire autrement que d'utiliser encore un peu de pesticides, notamment la fumigation. Aujourd'hui, la fumigation est un procédé où on utilise un pesticide, mais en fait, c'est un gaz qu'on va mettre dans un espace. Le gaz, il prend le volume. Et si on atteint une concentration et une durée suffisante, on va faire un point zéro dans la marchandise. C'est-à-dire que le gaz va traverser toute la marchandise, parce que sa structure moléculaire est plus fine. Et le gaz, par exemple, le phosphure d'hydrogène, qu'on utilise beaucoup, va traverser le grain de blé et va aller tuer l'œuf ou la larve qui est pondue dans le grain de blé. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on ne va pas attendre que l'adulte ressorte du grain de blé pour se promener sur un tas qui a été traité avec un pesticide pour mourir. En plus, les pesticides qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas d'effet choc. Donc, ça veut dire qu'il va falloir plusieurs jours à l'insecte adulte avant d'être exposé aux pesticides et mourir. C'est-à-dire qu'il a largement le temps de se reproduire. Et donc, l'infestation, on va l'enrayer, mais on ne va jamais l'éradiquer. Aujourd'hui, c'est un état d'effet. Les marchandises qui sont infestées, c'est très difficile de s'en sortir si on n'utilise pas la fumigation. Les autres procédés qui s'offrent à nous, ça va être des procédés un peu plus coûteux, qui va être des traitements par anoxie, c'est-à-dire qu'on va, sur le même procédé que la fumigation, c'est de la chimie de l'air, on va juste injecter un gaz neutre, du CO2 ou de l'azote, pour pousser l'oxygène. On va faire descendre le taux d'oxygène en dessous de 2%, ce qui fait que les adultes n'ont plus d'oxygène, donc ils vont mourir. L'autre procédé qui s'offre à nous, c'est les traitements thermiques, mais c'est limité aux installations de stockage vide ou aux usines. C'est-à-dire qu'une marchandise, à partir du moment où on va la chauffer, on va modifier son organoleptique et donc forcément les spécificités de la marchandise, son humidité. Sur des gros volumes, ce n'est pas possible de chauffer pour obtenir une température cible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la température fonctionne sur l'insecte parce qu'il ne sait pas réguler sa température, l'insecte. Donc, au-dessus de 45 degrés, il va mourir par coagulation de ses protéines. C'est-à-dire que les protéines, c'est comme le blanc d'un œuf que vous faites cuire, c'est des protéines. L'insecte va cuire, clairement. Donc, on va mettre des aérothermes dans une usine et puis on va nettoyer, vider et monter toute la structure de l'usine à plus de 45 degrés. En général, on monte à 60 degrés. Et ça pendant au moins une demi-journée. Donc c'est assez lourd parce qu'il y a toute une logistique à mettre en place. On obtient de bons résultats, mais ça demande effectivement de l'anticipation, un arrêt d'usine, du nettoyage, etc. Mais on peut faire que les structures vides. C'est-à-dire que la marchandise elle-même, quand elle est infestée, mis à part la fumigation, c'est compliqué d'avoir un point zéro. Donc pour revenir au sujet effectivement qui nous rassemble, c'est avoir une vraie stratégie dès le départ. À partir du moment où on est concerné par du stockage de denrées alimentaires, parce que tous ces nuisibles que l'on a sur les denrées alimentaires sont des nuisibles dédiés. Ils se sont créés à partir du moment où l'homme s'est sédentarisé. On a commencé à stocker des céréales et ces insectes ont muté et s'adaptent à cette marchandise qu'on stocke. Le charançon du blé, il n'est pas dans le champ. Ce n'est pas le même que le capucin qu'on trouve dans le champ. C'est un charançon qui est dédié à cette marchandise. Le charançon du riz, il aime bien le blé aussi. Enfin, voilà, il y a toute une typologie d'insectes des denrées stockées.
et on contamine nos marchandises chaque année. Il faut savoir que le blé, on le rentre du champ, et c'est les moyens de manutention et de stockage qui vont contaminer nos marchandises. Les moyens de transport, les barges, les trains, les conteneurs, ça peut être le godet de manutention dans la cour du cultivateur. Donc chaque point de rupture de charge, de stockage est un moyen de contamination croisée pour les marchandises qu'on transporte. Donc le fait d'avoir une stratégie, à partir du moment où on est concerné dans cette filière de transport et de stockage de marchandises, c'est très important. Parce qu'on peut éviter par de bonnes pratiques, qui existaient déjà d'avant, hein, c'est d'être raisonné et raisonnable, hein, c'est le nettoyage, faire un vide sanitaire de son silo, nettoyer. Si on nettoie une bonne partie des résidus d'une marchandise, on enlève les moyens aux insectes de se développer. Ce que disait Stéphane tout à l'heure, le nuisible, lui, il est opportuniste. Ce qu'il voit, c'est le gîte et le couvert. Si on lui offre les moyens de s'abriter et de se reproduire, il va venir chez vous. Donc plus on va leur rendre la tâche difficile, moins vous allez avoir de soucis d'infestation d'insectes, et plus vous allez pouvoir la contrôler parce que vous allez anticiper. Le contrôle, c'est important aussi. Je fais partie d'une entreprise où on fait aussi du contrôle et de l'analyse de céréales, et c'est très important de contrôler ses stocks. D'avoir une société de presse contrôle qui va faire du monitoring avec des pièges à phéromones, c'est-à-dire qu'on va détecter le plus en amont possible la présence d'insectes. C'est plus facile de tuer un insecte que d'en tuer 10 000. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est pour sensibiliser les gens, à ce problème qui est un vrai problème. Il n'y a plus de pesticides, donc aujourd'hui, les infestations, elles sont quasiment systématiques sur tout le territoire français. Et quand on a le problème, les gens viennent en souffrance vers nous, et parfois c'est frustrant de leur expliquer que il aurait fallu s'y prendre plus tôt. Et que effectivement, quand on vient et qu'il n'y a pas encore les insectes, on a l'impression de payer une prestation pour pas grand-chose, mais finalement, c'est là où ça se joue vraiment. Parce qu'une fois que la marchandise est dégradée par des insectes, c'est même outre la qualité, c'est le prix de la marchandise et donc la valeur marchande qui s'en trouve altérée. Donc voilà, c'est vraiment une vraie stratégie. Nous, aujourd'hui, on professionnalise et on participe activement avec les ministères, avec les syndicats des gens qui stockent, qui exportent les céréales, qui les importent. Parce que c'est très important qu'on participe et qu'on aide nos clients à construire cette stratégie par rapport à ces risques d'infestation, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Voilà. Ouais, vous m'entendez? Oui, et puis pour rajouter à ce que vient de dire Nicolas, au sein de ProSan, on a également un comité scientifique, technique et réglementaire qui fait se converger plein d'énergie, plein de connaissances. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, après ce jour, contacter le CSTR, ne serait-ce que pour du conseil. Il y a des gens qui ont une grande expertise. Et forcément, on a aussi un annuaire, hein, clairement. Donc, selon vos régions, vous pouvez contacter des personnes de ProSan en dehors de Gauthier et moi-même pour avoir vraiment des logiques d'information et de complément de connaissances. Le fait est aussi, c'est que ce que disait Nicolas et ce que nous on défend, encore une fois, c'est pas l'insecticide ou le pesticide pour le pesticide, mais comme un médecin, il est jamais content, un médecin, de vous donner des antibiotiques. Mais sauf que quand vous avez une pneumonie, à un moment donné, il n'y a pas grand-chose d'autre pour soigner la pneumonie que des antibiotiques. A priori, hein. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce qui est apparemment reconnu. Donc nous, on est un peu comme des médecins, c'est-à-dire que quand on fait un diagnostic, on sait aussi, comme le disait Nicolas, on a comme une trousse de médecine en fait. Et on va employer chaque outil de la trousse de médecine à bon escient. Et en pensant principalement à la prévention, parce que c'est vraiment le maître mot. Donc, voilà. Après, est-ce que, avant de passer la parole à nos collègues, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ou un sujet à évoquer? Oui, je pense qu'il y a une question. Non? On va passer les micros, donc on fait comme un relais. Bonjour. Je voulais juste savoir s'il y a des nouvelles technologies qui sont au service de la lutte antiparasitaire. Je sais pas, je pense à
à des drones, à de la robotique, à de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on fait appel à des nouvelles technologies? Là, il y a pratiquement un oui à toutes les questions que vous soulevez. Parce que, comme le disait Gauthier, nous sommes un métier qui nous posons tout le temps des questions et qui nous auto-professionnalisation, entre guillemets, on rentre dans des axes comme ça. Donc, dès lors qu'il y a une innovation, que ce soit à travers de l'observation par drone, que ce soit l'intelligence artificielle qui intervienne à un moment donné, on est pour. Tout ce qui est lutte biomécanique, biocontrôle à travers des bactéries, contre quelque chose, on va aussi vers ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a un champ d'application tellement large que la réponse que je devrais vous faire, elle prendrait une demi-journée parce qu'on devrait explorer chaque champ d'application. Voilà. Et le but, c'est vraiment, quand on parle du pest control, bon, dans le mot il y a contrôle, mais le contrôle c'est a posteriori. Nous, ce que l'on fait, c'est du pest management. Lorsque vous allez avoir, et Marc va vous en parler, c'est qu'à un moment donné, quand on fait le métier, le boulot comme il faut, encore une fois, l'image médicale est la bonne. Quand vous avez un médecin, il ne vous donne pas tout de suite en vous regardant un médicament. Il vous fait une radio, un IRM, que sais-je, un examen physique, et après seulement. Hein, alors des fois, vous ressortez de chez le médecin, il vous dit mangez des bananes et de la Vichy Ceinture, et ça ira mieux parce que vous manquez de magnésium. D'accord ? Et pour autant, il n'a pas prescrit. Nous, c'est pareil. Voilà. Et si effectivement, on voit quelqu'un qui a un vrai problème structurel, alors on a effectivement, parce qu'on avance avec notre temps, je dirais même, des fois on devance notre temps, en s'auto, quelque part, infligeant de la norme. Voilà. Personne ne nous a demandé d'avoir un CQP. Hein. Personne ne nous a demandé de rentrer dans la certification européenne. Sauf qu'on a senti que c'était nécessaire. Parce qu'effectivement, on veut, encore une fois, chasser l'idée que nous sommes un métier d'exterminateur avec des rats pendus à la ceinture. Voilà. Donc on est bien loin du joueur de flûte d'Amelin et on est plus sur ce que vous disiez. Merci. Merci Stéphane. Oui, c'est le mien. Merci Béou. Donc Marc Pondavenne, je suis le président de Neovis Group. Je vais effectivement vous parler aussi de lutte raisonnée et d'approche effectivement un petit peu plus pratique dans nos métiers. Avant, juste pour vous présenter, c'est aussi important de montrer qu'il est important que nos métiers aujourd'hui évoluent vers de la complémentarité et qu'effectivement la stratégie est bien une stratégie One Health, une seule santé. Notre groupe d'ailleurs a reçu la Palme d'Or du Comité de France et le diplôme de mérite et de prestige national au titre des stratégies d'environnement et de santé. Puisque au niveau des approches des problématiques, effectivement, on est vraiment sur une seule santé, c'est-à-dire on ne peut plus dissocier la santé environnementale, la santé des animaux et des végétaux de la santé humaine, puisque ça impacte effectivement l'ensemble des structures. Juste une particularité sur notre groupe, donc vous retrouvez Bioneo, une société de pest control, mais on a aussi également un laboratoire d'analyse spécialiste en analyse de résidus pesticides et contaminants, le laboratoire GIRPA, qui nous permet aussi de contrôler ce qui se passe effectivement dans toutes sortes de produits alimentaires, cosmétiques, mais également des produits médicamenteux. Notre laboratoire est aussi spécialisé sur les problématiques de santé et on travaille par exemple sur des suivis de cancérogénèse, sur le lien justement entre les produits phyto, les produits biocides et les risques de cancérogénèse. Là, on vient de boucler une étude avec le CHU de Strasbourg sur le sujet. On a aussi un bureau d'études en environnement et il est important de ne pas dissocier les métiers de l'environnement et les métiers notamment de l'ingénierie de l'environnement des métiers de pest control et de la gestion et du pest management, puisque finalement c'est une approche intellectuelle aussi un petit peu plus globale qu'il faut avoir aujourd'hui. Et puis on a également West Academy, centre de formation, et là mes collègues représentants ProSan à laquelle nous adhérons ont montré aussi l'importance de la formation. C'est à la fois la formation du commanditaire, c'est-à-dire que des acteurs comprennent bien les enjeux de leur métier d'industriel, d'agriculteur, d'hôtelier, de café, de restaurant, etc. Mais aussi former les professionnels à la bonne réponse à l'ensemble de ces enjeux. Et puis une autre petite particularité de notre groupe, c'est qu'on gère aussi 2 autres associations. Polénis, association délégataire de mission de service public en protection des végétaux. Et puis Oceanova, spécialisé notamment sur les problématiques littoraux et les problématiques de la mer, comme son nom l'indique. Mais pour montrer qu'effectivement l'intérêt de l'approche aussi métier aujourd'hui est devenu une approche pluridisciplinaire avec des compétences multiples.
Pour revenir à l'activité de Bionéo, pourquoi la lutte raisonnée ? D'abord pour réduire les risques sanitaires, les risques économiques et aussi rentrer dans un contexte réglementaire. Il est important effectivement de regarder avec l'ensemble des paradigmes aujourd'hui de la problématique de celui qui se trouve confronté à une problématique, qui soit un industriel, un agro-industriel, que ce soit effectivement des métiers de bouche, etc., et qui sont confrontés à ce type de sujet. C'est aussi, bien évidemment, et ça a été rappelé, limiter l'utilisation des biocides, et c'est bien toute l'approche, la philosophie du certificat CEPA, etc., et aussi de raisonner les pratiques et de ne plus avoir recours systématiquement. Stéphane faisait une analogie avec le monde de la santé. On était un peu pire que le monde de la santé, puisque dès lors qu'on détectait quelqu'un qui avait une seule personne avait la grippe, finalement on donnait des antibiotiques à toute la population. L'approche médicale est une bonne approche, c'est-à-dire aujourd'hui d'avoir une approche raisonnée, c'est d'avoir porté d'abord un diagnostic et ne traiter qu'à bon escient avec les bons traitements les personnes qui sont malades. C'est vraiment la même approche. Et c'est d'avoir aussi une approche durable et mesurable, approche durable au sens développement durable, et puis mesurable effectivement parce que pendant trop longtemps, on n'a pas mesuré à la fois l'efficacité toujours de ce qu'on menait, mais qu'on ne mesure pas non plus les conséquences de ce que l'on fait en matière de pratique. Et en tout cas, l'approche raisonnée se veut être une approche qui intègre aussi des mesures d'évaluation et de mesure de l'action. Donc une définition, utilisation proportionnée, ciblée et contrôlée de produits de biocontrôle notamment. Les fondamentaux, c'est l'analyse du risque et de l'environnement. J'insisterai beaucoup, c'est que si effectivement vous avez évoqué certaines images d'Épinal tout à l'heure de ce qu'ont été nos métiers, je dirais que l'acte final de gérer une problématique animale reste bien un acte final. L'expertise préalable est l'essentiel au métier. Et aujourd'hui, le rôle du technico-commercial qui est en lien avec le commanditaire est hyper important parce que l'essentiel de la réponse qui doit être apportée se joue au moment de poser le diagnostic et de comprendre la problématique effectivement du client en posant un diagnostic précis sur l'approche qui doit être faite. Et puis un diagnostic de la problématique, mais un diagnostic de l'environnement. On ne peut pas poser aussi du conseil, de la surveillance ou le cas échéant de la lutte si effectivement on n'a pas maîtrisé la compréhension de ce qui se passe dans l'environnement de celui qui subit le problème. Les autres fondamentaux, c'est aussi la prévention et l'exclusion de certains risques. On a parlé tout à l'heure du proofing, c'est aussi s'exclure des risques et à un moment donné, quand on rend plus étanches des zones de production, des zones de transformation, des zones de stockage, c'est aussi intervenir dans l'environnement, y compris avec des méthodes qui relèvent plus d'une approche environnementale qu'une approche méthodique des métiers du pest management, pest control. Mais régulièrement, par exemple, quand on intervient, et mon collègue tout à l'heure donnera des exemples de sites sur lesquels on est intervenu, quand on intervient par exemple sur un site d'agro-industrie sur lequel il y a possiblement des zones de rongeurs, une des premières actions qu'on peut conduire, c'est gérer les équilibres écologiques aux abords des sites, et notamment, par exemple, favoriser l'implantation de rapaces, la pose de rapaces, pour aussi augmenter la pression naturelle des rongeurs, des prédateurs sur les rongeurs à l'extérieur des bâtiments, et intégrer aussi des politiques environnementales qui rentrent dans les cahiers des charges RSE, de toute manière des entreprises ou des structures qui nous font intervenir. Donc c'est à la fois travailler sur des méthodes qui relèvent plus habituellement de politique environnementale, mais aussi au service du pest management et du pest control derrière quand on intervient à l'intérieur du bâtiment. C'est une surveillance continue. Je pense aussi que dès lors qu'on n'est plus dans une dynamique où on a une solution chimique qui répond durablement à une problématique, c'est la nécessité de travailler avec des boîtes à outils complémentaires, sur des méthodes complémentaires de lutte, mais aussi de suivre en permanence avec du monitoring ce que sont l'évolution de la pression ou l'évolution de la présence des espèces qui posent problème, que ce soit des insectes, que ce soit des rongeurs, et d'avoir vraiment un suivi pour suivre et anticiper les remontées de population, par exemple, ou les impacts avant qu'effectivement les dégâts se font sentir, parce que quand il y a des dégâts, c'est déjà trop tard, ça veut dire qu'il y a un impact économique, sanitaire qui est déjà avéré. Et puis un autre élément, c'est celui de la traçabilité, de plus en plus pour répondre effectivement à la continuité de l'action, ce que je disais, mais aussi rentrer dans les cahiers des charges qualité des commanditaires et inscrire effectivement notre action dans cette démarche-là. Si je rentre juste pour reprendre ces fondamentaux sur les trois grands piliers du métier qui sont la dératisation, désinfection, désinsectisation, même s'il y a bien d'autres métiers aussi aujourd'hui, métier du 3D, on peut parler aussi
du contrôle des problématiques liées aux oiseaux, par exemple, et aux risques sanitaires transmis par certaines zoonoses et certaines pathologies chez les oiseaux, avec des risques industriels sur d'autres sites. On est juste en face des 24 heures du Mans. Il y a peu, nous avons installé des filets de protection pour éviter que les oiseaux s'installent sur le stand de réception, mais on a aussi fait du proofing sur tout le stand de chez Porsche pour éviter effectivement les intrusions à la fois de rongeurs et d'oiseaux qui posaient des problèmes, parce que quand effectivement il y a des fientes d'oiseaux qui arrivent sur des productions, des gens qui font de la technologie ou de l'hypertechnologie, ça peut aussi poser des problèmes. Donc c'est aussi maîtriser effectivement et limiter, comme le disait Stéphane, par le proofing, le fait que des espèces ne s'installent pas à des endroits où elles peuvent poser problème. Encore une fois, ça repose sur le fait de poser un diagnostic expertisé, c'est hyper important, qui comprend l'analyse et les enjeux de la problématique, mais de l'environnement. Et c'est trop souvent qu'on voit des gens qui interviennent. Vous avez une problématique de rongeurs dans un bâtiment de production ou de stockage, par exemple industriel. On va venir, les nombres d'intervenants ne vont prendre la problématique qu'à l'intérieur du bâtiment, alors que les premiers enjeux se trouvent déjà à l'extérieur. Et dans une maîtrise raisonnée avec des pratiques de protection de l'environnement, la pression qui se trouve à l'extérieur des sites et de le regarder dans sa globalité. On est aujourd'hui en fait sur des approches écosystémiques, et qu'effectivement les réponses doivent être aussi écosystémiques dans l'approche. C'est une adaptation donc de plan de gestion au regard de l'analyse évidemment du site, en fonction des contraintes, des risques par rapport à des transmissions, des usages, des cahiers des charges des commanditaires, où on peut parfois en agro-industrie ne pas utiliser de produits chimiques pour éviter des migrations de molécules sur des produits produits par le site par exemple, etc. Donc c'est vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre les enjeux et le besoin véritablement du client. C'est utiliser des moyens non chimiques de façon prioritaire. Ça, c'est important. C'est tellement important qu'aujourd'hui aussi, c'est traduit dans les AMM des produits biocides, notamment des rodonticides, donc des produits pour limiter les rongeurs. Et notamment les rodonticides sont uniquement à usage curatif, ne peuvent plus être utilisés de façon préventive. Et en cas d'utilisation, un autre élément aussi, c'est d'avoir suffisamment d'expertise pour jouer sur l'alternance des molécules, pour éviter les foyers de résistance, puisque de plus en plus on se rend compte que par l'usage massif d'anticoagulants, de matières actives, mais également d'antibiotiques, on entend parler dans la santé humaine d'antibiorésistance. On connaît la résistance aux anticoagulants et notamment sur les molécules de première génération. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il faut jouer sur des alternances de méthodes et les alternances de molécules quand on a recours aux molécules pour éviter effectivement ces phénomènes de résistance au niveau des populations de rongeurs. Et puis l'adaptation de plans de lutte également à l'éthologie et à la biologie. J'insiste beaucoup, je suis écologue de formation à l'origine, je suis aussi président du groupe que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai une formation d'écologue, j'étais un spécialiste en éthologie et je pense aussi qu'il ne peut pas y avoir de bonne approche si on ne comprend pas bien la biologie et le comportement des espèces, et y compris le comportement adaptatif des espèces dans un environnement qui évolue, avec des espèces qui s'adaptent aux zones urbaines, qui s'adaptent aux zones industrielles, etc. et qui savent aussi modifier leur comportement. Et paradoxalement, parfois plus vite modifier leur comportement que nous on modifie les nôtres en tant qu'acteurs de la gestion dans la maîtrise de ces populations. Donc il y a vraiment aussi un accent à mettre sur le comportement, etc. Et j'interviens parfois en conseil auprès notamment des industriels producteurs de solutions, etc. J'insiste, trop souvent on ne travaille pas assez sur la connaissance des espèces. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des méthodes aussi qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas tenu compte du fait que une nouvelle technologie qui utilise des plastiques ou des polymères gère des tensions de vapeur et que les tensions de vapeur sont des problématiques, vont créer du néophobisme chez les rongeurs, etc. Et que si tout ça, c'est pas compris, des fois, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Et en tout cas, on n'aura pas des mesures adaptées à la bonne réponse à apporter. L'intérêt, effectivement, c'est réduire les risques, la réduction du risque chimique. D'abord pour la protection de l'environnement, la protection des environnements, environnement de vie, environnement professionnel, environnement de production, mais également les risques liés à la santé et à l'exposition des opérateurs eux-mêmes, mais également des gens qui travaillent sur les sites où on a le moindre recours à l'utilisation systématique de la chimie. Et puis bien évidemment, c'est répondre aux conformités, aux agréments des clients et à la démarche qualité. Appliqué à la désinsectisation, l'importance du monitoring, du suivi aussi, identification et suivi des populations. Il y a aussi besoin d'une bonne connaissance en entomologie. Un collègue qui est intervenu tout à l'heure sur les denrées stockées le sait mieux que personne. Effectivement, bien identifier
les espèces qui posent problème, c'est déjà bien poser un diagnostic. Bien poser un diagnostic, c'est bien engager derrière effectivement la méthode de lutte. Et puis utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, que ce soit le piégeage mécanique, l'utilisation des phéromones, la confusion sexuelle, etc. aussi pour utiliser des méthodes alternatives. C'est l'analyse des causes, encore une fois, de la problématique et de l'environnement. Il y a des fois des choses assez simples qu'on oublie, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il arrive parfois d'intervenir sur des cuisines, les collègues interviennent sur des cuisines centrales par exemple, et puis, mais pour des questions de facilité, puisqu'il faut trier les déchets, eh bien, on a mis le composteur juste à la sortie de la cuisine, et puis on ne se rend pas compte que finalement le composteur, il va générer des populations d'insectes, etc., qui reviennent dans la cuisine, alors que le composteur, s'il avait été mis 50 mètres ou 100 mètres plus loin, avec y compris des méthodes de confusion sexuelle ou des pièges photolumineux, on aurait évité les mêmes insectes de revenir dans la cuisine industrielle, et on aurait même pu se passer effectivement de la lutte sur ce site avec des méthodes alternatives. Donc c'est vraiment poser effectivement encore une fois le diagnostic et comprendre ce qui se passe dans l'environnement. C'est des méthodes de prévention, beaucoup de conseils et de prévention aussi pour que ça puisse effectivement être utilisé ensuite d'intégration dans les méthodes et les procédures de travail aussi du commanditaire. Et puis c'est des traitements ciblés quand il y a besoin de traitement, effectivement adaptés à chaque espèce. En complémentarité et en alternance des méthodes de lutte, bien sûr, aussi avec des choix de méthodes de lutte qui doivent aussi alterner, et parce que pour éviter tous les phénomènes d'adaptation et de routine, et puis limiter les effets d'accoutumance. On le voit y compris chez des insectes, où au bout d'un moment donné, quand on a sursaturé des espaces pendant trop longtemps, par exemple avec des phéromones de synthèse ou autre chose, on voit qu'on a des effets qui sont moindres et qu'il faut jouer sur l'alternance des méthodes. En matière de désinfection, c'est à peu près la même approche, c'est à peu près une approche systématique. Une analyse préalable du risque, des désinfections ciblées, et plutôt avec effectivement quand on utilise des produits, l'utilisation des produits en ultra bas volume également, et puis systématiquement se conformer à l'utilisation de produits qui sont des produits aux normes et qui répondent aux normes européennes, et puis des préventions notamment en intégrant aussi des mesures de précaution, de prévention, de nettoyage, etc. pour éviter d'avoir recours systématiquement à l'utilisation de la chimie. Le lien avec la certification CEPA, elle est basée sur une norme européenne, la 16636, elle garantit la maîtrise et la traçabilité et le professionnalisme, elle est importante. Je crois qu'il y a un gros challenge, la chambre syndicale vous l'a expliqué tout à l'heure, ProSan, le gros challenge, c'est d'amener la profession vers plus de professionnalisme pour une réponse plus professionnelle également aux besoins du marché. Il y a un segment de marché qui est compliqué encore chez nous, c'est qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs et de micro-entreprises. Il y a très peu de formations, de centres de formation qui dispensent des formations professionnelles. Nous, on s'y est mis depuis peu. On est en train de développer effectivement ces formations professionnelles parce qu'il est important que demain sur le marché, il y ait aussi des gens qui répondent objectivement avec une réponse professionnelle, puisqu'il y a des enjeux économiques, des enjeux de sanitation, mais des enjeux de santé derrière aussi, et qu'il est ultra important que les professionnels prennent conscience que si à un moment donné il y a des mauvaises pratiques, ces mauvaises pratiques donneront une mauvaise image à la profession, alors que nous sommes engagés dans des enjeux globaux, d'enjeux de santé. Peu le savent ou beaucoup ont oublié, par exemple, que le Covid et les périodes de Covid qu'on a connues, la Covid c'est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie qui est passée du monde animal au monde humain, et qu'à un moment donné, c'est aussi des métiers comme les nôtres qui devront être dans la prévention, mais aussi l'action curative face à ces grands enjeux sanitaires qu'on connaît aujourd'hui. Le lien avec la lutte raisonnée, c'est le diagnostic environnemental, c'est hyper important. L'expertise donc de l'analyse de risque, la combinaison des méthodes basées sur une connaissance de la biologie des espèces et de leur comportement. Bref, c'est effectivement de remettre un peu de science aussi et d'approche un peu plus scientifique sur la base. Et puis c'est bien évidemment l'objectif de la CEPA, comme le certi phyto, comme le certi biocide, c'est apprendre à utiliser de façon parcimonieuse aussi ce qui a été l'hégémonie de la chimie pendant plus de 40 ou de 50 ans. En conclusion, une approche intégrée chez Bioneo, et mon collègue va vous donner 3 exemples pour que ça soit encore un peu plus concret. C'est d'abord des techniciens formés, c'est des outils digitaux répondant à des exigences de traçabilité, c'est la combinaison des méthodes, ce que disait Madame tout à l'heure, c'est aussi l'utilisation des nouvelles technologies. On utilise bien effectivement chez nous des drones, par exemple pour poser du diagnostic. On utilise par exemple aussi des drones pour faire de la stérilisation d'œufs de goéland sur des sites sur lesquels il y a des problématiques d'oiseaux sur certains sites.
On utilise des moyens de détection électronique, on utilise des pièges connectés, on utilise tous les moyens que la nouvelle technologie. Et effectivement, on regarde de très près ce que l'IA amènera aussi en termes de changement et d'approche dans nos métiers, parce qu'effectivement, l'IA va modifier de façon fondamentale nos métiers, comme bien d'autres d'ailleurs. Et effectivement, nos métiers ne sont pas forcément en retard là-dessus, et il y a un accompagnement. Et au-delà, en plus de Bioneo, qui est un prestataire de services, notre groupe accompagne des groupes industriels aussi sur ces réflexions en matière de stratégie et d'approche des boîtes à outils et des solutions nouvelles. L'objectif de la lutte raisonnée, pour finir, c'est efficacité, conformité et durabilité, mais durabilité aussi au sens développement durable et protection de l'environnement. Voilà, merci. Je vais passer la parole à mon collègue et on pourra répondre ensuite, si vous voulez, aux questions que vous pouvez vous poser. Merci Marc. C'est lequel tu dis? Oui. Par contre, je pense qu'il faut diriger plus vers là-bas. Hop. Voilà. C'est quoi? Tu le diriger là-bas? Ouais, ok, d'accord. Ok. Donc moi, alors, je suis Jonathan Blin, je suis en responsabilité chez Bioneo maintenant depuis le mois de mai, donc c'est tout récent. Je n'étais pas dans le secteur de la 3D, donc c'est un secteur que je découvre au jour le jour avec plaisir et puis grand intérêt. Aujourd'hui, donc mon approche, moi, ça va être d'illustrer un petit peu tout ce qui a été dit depuis le début, en vous donnant des exemples. Donc 4 exemples de protection raisonnée et puis 2 contre-exemples pour lesquels donc, la protection raisonnée n'a pas été appliquée et voir donc, les conséquences que ça induit. L'approche sera toujours la même. À chaque cas, on partira d'un contexte. Ensuite d'un diagnostic, d'une solution donc, proposée par Bioneo et puis du résultat du bilan. Donc le première étude de cas que l'on a, donc c'est chez une coopérative d'herbauge, donc à Corcouët sur Logne, donc un collecteur donc, de lait céréales. Donc le contexte, établissement fortement exposé donc, du fait de ces volumes importants de céréales et de denrées stockées, donc créant un environnement idéal pour les rats noirs. Donc là en l'occurrence c'était des rats noirs, donc chez les rongeurs. Donc ils y trouvaient de la chaleur, de la nourriture abondante, zone de refuge multiples. Donc forcément les rongeurs étaient présents. Avant notre arrivée, plusieurs prestataires étaient intervenus en traitement chimique sans parvenir à enrayer la progression de la population. Malgré ces actions répétées, l'activité continuait d'augmenter et les dégâts matériels s'intensifiaient. Ce à quoi on a posé un diagnostic, les rongeurs ne consommaient presque plus de produits, nourriture beaucoup plus appétante sur le site, d'accord, des comportements d'évitement par rapport donc, aux boîtes d'appâtage, aux boîtes sécurisées, et les schémas d'appâtage inadaptés ou peu réactifs donc, face à l'évolution de l'activité. Donc elles étaient aussi mal positionnées par exemple. Solution Bioneo, donc mise en place d'un dispositif 100% mécanique. D'accord, donc on a arrêté la chimique, on a mis en place 250 timpettes sur l'ensemble du site. Donc adaptation des zones en fonction de l'activité observée, forcément on ne les a pas placées donc n'importe où. Résultat, les premiers mois, donc explosion du nombre de captures forcément puisqu'il fallait donc endiguer un petit peu cette population qui explosait. Mais par la suite, on a réussi à stabiliser cette population donc autour de 350 rats capturés par an, donc pression maîtrisée avec dégâts matériels en chute libre, puisque les rongeurs donc, commettaient beaucoup de dégâts matériels et surtout sans 1 gramme de produits chimiques dans l'environnement. C'est pourquoi donc, on est intervenu. Il y a des actions complémentaires aussi qui sont proposées par Bioneo, comme l'installation de nichoirs à rapaces pour renforcer la prédation naturelle, par exemple, mais ça c'est un sujet qui est en pleine réflexion. Faire fonctionner encore une fois de plus, l'idée c'est ça, la prédation naturelle, l'environnement, plutôt que de faire appel donc, à des solutions, je dirais, chimiques, de solutions donc, inhérentes par l'humain. Mais bon, ça c'est encore en réflexion, mais c'est quelque chose qu'on pourrait donc, proposer en complément, pas qu'en solution unique, mais en complément d'autres solutions. Alors j'ai un petit problème avec mon...
L'exemple numéro 2, donc alors cap Roche-Servière, donc vente de bois, matériaux de construction. Hop. Donc visiblement, j'ai pas de. Il n'y a plus de pile peut-être? Ouais. Alors c'est celui-là, d'accord, ok. Ok, merci. Contexte, donc une installation récurrente de pigeons se formait sous la casquette du bâtiment expédition. Cette zone protégée des intempéries et en hauteur constituait un abri. Je vais pas m'en sortir. Alors, attends, si je fais ça, ça revient pas en arrière. Si. Hop, hop, hop. Voilà. Pardon. Cette zone protégée des intempéries en hauteur constitue un abri idéal pour la nidification. Donc le client recherchait une solution durable, évitant les interventions répétées, les traitements successifs. Donc lui, il voulait que ça marche du premier coup, en une seule fois, et puis c'est tout. Le diagnostic posé par Bioneo, la configuration du bâtiment offrait un refuge parfait, forcément. La surface abritée, support stable et accès facile pour les oiseaux. Tant que cet espace restait ouvert, aucune solution pérenne ne pouvait être envisagée. Donc c'est un petit peu ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aura beau faire n'importe quel traitement, si à un moment donné on ne bloque pas l'accès, ça continuera. La solution Bioneo, c'était donc de bloquer l'accès. Donc pose d'un filet anti-intrusion sur mesure, parfaitement tendu, discret et adapté donc à l'architecture du bâtiment. Résultat, plus de pigeons, plus de fientes, l'entretien forcément réduit, protection donc totalement passive et raisonnée pour le coup. Alors, l'exemple numéro 3. Réseau d'eau usée donc à La Roche-sur-Yon. Ouais, bah moi je crois que j'ai pas un bon. Ouais. Ça y est, c'est bon. Mais de contexte, donc plusieurs secteurs de la commune étaient soumis à une forte pression, avec des remontées de rats aux abords immédiats des habitations. Donc les habitants signalaient régulièrement des nuisances dans ces zones sensibles. Donc les diagnostics. Les rongeurs utilisaient principalement les conduits accessibles comme axe de circulation. Donc ils ne circulaient pas à la surface en fait. Les dispositifs classiques en surface avaient donc peu d'impact car ils n'étaient tout simplement pas positionnés sur les trajets réels des animaux. Donc l'action de Bioneo. Bon là je crois que j'ai pas un... Si, ça y est. Donc l'installation de 5 pièges connectés mécaniques directement dans les conduits accessibles. Donc ainsi, on cible les endroits où les rats circulent réellement. D'accord. On ne diffuse aucun rodenticide dans les réseaux. On suit en temps réel les captures. Donc résultat, baisse progressive de l'activité rat dans ces zones, suppression des risques de pollution liés aux produits chimiques, dans les réseaux d'eau avec toutes les conséquences sanitaires que ça peut engendrer. C'était pas un luxe. Optimisation des passages grâce aux alertes. Voilà. Donc là c'était un hôtel en fait, on l'a passé mais c'était un hôtel donc à La Roche-sur-Yon. Le contexte, un dortoir de 6 chambres faisait face à une infestation de punaises de lit. Le lycée souhaitait limiter l'impact sur la vie des étudiants et éviter toute fermeture prolongée des chambres. Diagnostic. Identifier précisément les zones réellement touchées était indispensable. Sans localisation fiable, le risque était d'engager des traitements inutiles, d'immobiliser plusieurs chambres ou de créer une inquiétude disproportionnée auprès des élèves et du personnel. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent lors de nos interventions, de toute façon, de punaises de lit. Bon. S'il veut bien. Voilà. Donc là, on a proposé 2 solutions. La première chose, c'est la détection. Donc en punaise de lit, nous, on a la chance d'avoir un chien détecteur. Donc d'abord, plutôt que de traiter n'importe quelle surface et dans tous les sens, détecter là où il y a vraiment des punaises de lit. Donc détecter l'endroit précis grâce à notre chien détecteur. Et ensuite, en deuxième rideau, le traitement vapeur haute température, donc radical sur l'ensemble des surfaces, donc pas de chimique, d'accord. Résultat, élimination des punaises à tous les stades, les œufs compris, voilà, aucun résidu, aucune toxicité, possibilité de réintégration immédiate, intervention plus courte et plus propre. Le lycée nous a remerciés, donc ils ont apprécié avoir pu éviter une fermeture prolongée des chambres ainsi que l'impact psychologique que cela aurait entraîné pour les étudiants et le personnel grâce à l'utilisation d'une solution non chimique plus respectueuse de leur santé. Et on verra tout à l'heure dans un des 2 contre-exemples, vous allez voir
le contre-exemple d'une utilisation traitement vapeur chez les punaises. Donc, premier exemple de contre-exemple justement où la protection raisonnée n'a pas été suivie, à Gaec, donc les brigadières, donc, qui est un élevage d'animaux. Contexte toujours pareil, un élevage où nous avions identifié des trous dans les parpaings servant de cavité et de zone de nidification, un manque d'étanchéité générale du bâtiment, une fosse sous le parc d'attente rarement nettoyée, beaucoup de nourriture accessible et plusieurs zones non protégées où les rongeurs circulaient librement. Donc là, solution de proofing, clairement, nous avons donné des recommandations nécessaires de proofing, nettoyage plus régulier de la fosse, obturation des trous, blocage des points d'accès, amélioration du stockage des denrées, etc. Donc là, ça n'est que du conseil et de la recommandation. Aucune action n'a été mise en œuvre. Résultat, la population a explosé malgré les traitements, car le site restait parfaitement propice aux rongeurs. Donc là, on est vraiment dans le proofing de ce qu'on disait tout à l'heure. Établir un diagnostic, regarder déjà si on ne peut pas déplacer les poubelles, si on ne peut pas boucher tel trou, sans déjà mettre en place tel ou tel dispositif. Le bilan, donc c'est exactement le contraire d'une protection raisonnée. On peut traiter autant qu'on veut, si le site permet aux rongeurs de se reproduire et de circuler librement, la courbe repartira systématiquement à la hausse, forcément. Bon, j'aimerais bien que ça remarche, ça marchait bien tout à l'heure. Donc deuxième exemple, ça c'est pareil, on a passé la diapo d'avant. Voilà, un hôtel confronté donc à une chambre infestée par des punaises. Au lieu de nous appeler immédiatement, le client a utilisé des fumigènes du commerce. D'accord. C'est l'une des pires erreurs possibles car la fumée a fait sortir les punaises et les a dispersées dans les chambres jouxtantes au lieu de les tuer. Et là encore, en termes de protection raisonnée, on n'y est pas du tout. Vous imaginez bien. Donc la conséquence logique, plusieurs chambres ont été contaminées, intervention beaucoup plus large, beaucoup plus de dérangements, beaucoup plus de coûts. Bref, bilan, nous avons fini par traiter à la vapeur, mais la situation aurait pu être réglée beaucoup plus vite et à moindre coût si elle avait été prise à temps, forcément. Donc tous ces exemples montrent que la gestion des nuisibles n'est pas un combat contre la nature, mais un travail avec le réel. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que le but n'est pas de s'opposer à la nature, mais de comprendre comment elle fonctionne pour trouver des solutions intelligentes, efficaces et durables. Quand on comprend comment le nuisible vit, circule, se nourrit, quand on respecte la logique du site, alors ce sont les solutions mécaniques, structurelles et préventives qui deviennent les plus puissantes. À la coopérative d'Herbauge, par exemple, si on reprend tous les exemples qui ont été cités, donc ce n'est pas un produit qui a changé la donne, c'est notre capacité à penser autrement. Deuxième exemple qui était l'Orcab, si vous vous souvenez, ce n'est pas un traitement miracle, mais c'est un filet parfaitement posé qui a réglé le problème. Dans les réseaux d'eau usée, ce n'est pas une surenchère chimique, c'est le bon outil au bon endroit. Au lycée nature, ce n'est pas une bataille chimique, mais c'est une maîtrise technique propre et immédiate qui a réglé le problème des punaises. Je conclurai en disant que, à l'inverse, dès qu'on s'éloigne de cette logique avec les deux contre-exemples que je vous ai dit, comme dans l'élevage et puis l'hôtel des sables, les nuisibles gagnent du terrain, non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'on a sauté une étape, celle de la compréhension et de la prévention. La protection raisonnée, c'est ça, remettre l'intelligence avant l'intervention et la prévention avant le traitement. Et paradoxalement, c'est cette approche-là qui donne les résultats les plus solides, les plus propres et les plus durables. Voilà. Plutôt que de penser toujours aux chimiques en premier. J'en ai fini, merci pour votre écoute. Gauthier, je sais pas si...